Bonjour à tous, un rendez-vous que vous connaissez bien, le débriefing F1 sur motorstv.com avec l'incomparable Jean-Luc Roy en grand témoin. Salut Jean-Luc. Quelle introduction à chaque fois. On va essayer d'être Incomparable, oui. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais bon, je vais essayer de mériter cette appellation. Ce Grand Prix de Corée du Sud, Jean-Luc, tu l'as commenté pour RMC et tu vas maintenant nous en dire ce que tu en as pensé sur donc cette émission, dans le cadre de cette émission, le débriefing F1. Vous allez d'ailleurs pouvoir poser vos questions pour cette fin d'année. On va faire une petite initiative, je vous en parle tout à l'heure. Bon, Jean-Luc, le résultat brut. Tiens, Sébastien Vettel a gagné. Même si le podium est peut-être différent avec la présence des deux pilotes Lotus. Juste un mot quand même sur celui qui se dirige plus que jamais vers son 4e titre, qui a donc gagné son 8e Grand Prix de l'année sur 14 Grands Prix disputés, qui continue de battre les records. C'est incroyable, là, il en est à 34 victoires, il en est à 42 pole positions, donc on est obligé de se reporter. Il commence à grimper dans les tablettes, en vue, pas loin, devant, il y a les records mythiques que l'on connaît, ceux de Schumacher, bien sûr. Je ne reviendrai pas sur ce que j'en pense pour certains d'entre eux, mais ceux d'Ayrton Senna, ceux d'Alain Prost, enfin, etc. Donc c'est vrai qu'il a déjà oublié Jackie Stewart, il a déjà oublié Nigel Mansell, il a déjà oublié Fernando Alonso. Enfin, c'est incroyable. Alors comment tu situerais en quelque sorte cette victoire en Corée du Sud par rapport aux autres, par rapport aux dernières, puisqu'il est dans une série absolument incroyable? Bah écoute, une nouvelle fois, carton plein. Je crois que c'est Sébastien Vettel. Je le dis et je le répète parce que je comprends que de l'extérieur, et la réaction, tu sais, je dis toujours, je l'ai immédiatement quand je sors après 3 heures d'antenne à RMC et que je vois la rédaction des sports et les jeunes journalistes, entre autres, qui me disent « Ah, c'est encore Vettel ». Oui, je sais bien, si on se reporte uniquement au résultat brut, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'enthousiasmer. On se dit, bah oui, il nous fait une Schumacher. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation et je le dirai toujours. Et vous avez le droit, évidemment, vous, en nous écoutant, de ne pas adhérer à ce que je vais dire là. Pourquoi? Déjà parce que la monoplace de Schumacher, lapsus révélateur, de Vettel, est certes excellente. Est-ce que c'est la meilleure tout le temps? Je ne sais pas. Oui, c'est la meilleure tout le temps puisque c'est lui qui en fait le meilleur usage. Mais encore une fois, Mark Webber démontre, et ça n'est pas une critique, et je le dis à chaque fois, que même avec un excellent pilote qu'est Mark Webber, une motivation extrême comme c'est la sienne, puisqu'il termine sa carrière de pilote de Formule 1, eh bien il ne parvient pas à faire aussi bien, et de beaucoup, que Sébastien Vettel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui ne commet pratiquement jamais d'erreur. Pratiquement, ça c'est exceptionnel. Il est toujours au top à tous les niveaux. Il est au top dans les qualifs, il est au top en course, il est au top de la stratégie, il sait gérer ses pneus. Enfin, alors évidemment, c'est dans un contexte particulier. On va me dire aussi, oui, mais aujourd'hui, la Formule 1, c'est de la gestion de pneus. Est-ce que ça ne l'a pas toujours été? D'autres manières, bien sûr. Donc voilà, bon, pour moi, on assiste à un phénomène et au lieu, j'allais dire, de faire la gueule et de se dire, ouais, c'est encore Vettel, à pression, de quelle manière? Et là, il y a eu 2 safety cars. Et à chaque fois, il a repris le dessus. Il est reparti. Pour moi, c'est un pilote remarquable. Et il y a longtemps que je le dis. Et c'est un type, vraiment, il faut l'apprécier. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ses adversaires, et il y en a d'excellents calibres. Alonso, nous l'avons dit. Raikkonen, peut-être chez Ferrari. Hamilton, bien sûr. Enfin bon, et d'autres vont être capables de le pousser dans ses derniers retranchements. Et c'est peut-être déjà ce qu'ils font. Parce que lui, je ne crois pas que ce soit fin. Quand il a, voilà, j'étais un peu long, comme toujours. Mais je ne crois pas que ce soit fin. Quand il est heureux, il ne s'attend pas forcément à ça quand même. Voilà. Bon, voilà. Vettel, c'est fait. Ça, c'est fait. Brillantissime. Weber, tu l'as évoqué. Bon, il nous a offert un beau barbecue là pour oui, Il aurait préféré s'en passer, bien sûr. À son corps défendant, là, il y a eu Sutil, brain failure. Là, il a freiné trop tard. Bon, ça peut arriver aussi au bout d'une ligne droite. On a un rendez-vous là, 320 km/h. Il s'est loupé à l'intérieur. Petit tête à queue anodin. Et puis malheureusement, jeu de quille, strike. Il vient taper par l'arrière. Et puis la voiture prend feu, malheureusement. Bon, Weber constate les dégâts. D'ailleurs, quand il sort de la voiture, il n'est même pas paniqué. Il dit bon, ben, ça crame. Et c'est la raison pour laquelle on a le 2e safety car, puisqu'on fait intervenir. Et c'est logique. Il n'y a pas de souci parce que certains se sont un peu offusqués, qu'il y avait une situation un peu dangereuse. Moi, j'ai rien vu de dangereux. Bah, bien sûr, il y a un véhicule. Ben, là aussi, qu'est-ce qu'il fallait mieux faire? Laisser la voiture cramer complètement? Non, on a envoyé un véhicule d'intervention incendie parce qu'on a pensé à un moment, comme l'incendie prenait de l'ampleur, que les commissaires sur place n'avaient pas les moyens de le circonscrire, comme on dit dans les communiqués officiels de l'AFP. Bon. Donc voilà. Alors Jean-Luc, toi qui n'es pas un adepte de la langue de bois, j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton analyse sur ce qui se passe chez Lotus. Ils vont pas se plaindre, ils font 2 et 3, magnifique. Mais est-ce que tu sens pas quand même que l'atmosphère est un peu bizarre dans cette équipe et comment tu as ressenti toi cette fin de course ou en tout cas cette bataille interne?
Il apparaît même qu'on a peut-être un peu recadré Romain Grosjean en lui disant souris, on en parlera entre nous entre quatre murs, qu'il n'a pas forcément apprécié d'être doublé par Raikkonen. Enfin bref, comment tu as un petit peu vécu tout ça, toi? Écoute, je crois que, comme tu dis, on n'a pas la langue de bois et surtout pas moi, donc je vais continuer à la voir. J'avais dit que Raikkonen était pilote numéro 1. Puis Raikkonen était effectivement pilote numéro 1. Donc de fait, Romain Grosjean, même si on ne le présentait pas comme ça pour ne pas le blesser, était pilote numéro 2. Ce qui est logique quand on regarde les résultats et au championnat encore jusqu'à preuve du contraire. Hein. Il y en a un qui est 3e qui totalise 167 points et l'autre, Romain, qui est 8e qui totalise 72 points. Bon, voilà, loin des 100 points d'écart, pas loin. Il y a 100 points d'écart. Il y avait 111 l'année dernière. Alors après, on va me dire, oui, mais simplement les faits, comme toujours. Qui a gagné des Grands Prix avec Lotus ? Raikkonen. Raikkonen, il est tellement bon, il a d'abord été champion du monde, qu'on le recrute. C'est pas une critique par rapport à Romain, une nouvelle fois. Mais bon, c'était comme ça. Comme par hasard, à partir du moment où évidemment Raikkonen cède aux sirènes, et comment ne céderait-on pas de Ferrari? Je crois qu'il n'y a pas un pilote sur la grille, et Vettel compris, qui a toujours dit que tôt ou tard il ira chez Ferrari. Le contexte n'est pas réuni, puis il ne va pas y aller aux côtés d'Alonso, qui déjà fait la gueule, entre guillemets, de voir arriver Raikkonen. Donc t'imagines la gueule qu'il aurait fait s'il voyait arriver Vettel. Oui, bon, sûr. Passons rapidement. Donc voilà, Raikkonen retourne à l'endroit où il a été titré champion du monde, de surcroît avec un beau challenge qui est justement d'aller chercher Alonso. Du coup, il devient pilote numéro 2 instantanément. Donc on met tout sur Romain Grosjean, qui devient, c'est un peu logique, hein, c'est pas une critique non plus, qui devient le pilote numéro 1. Est-ce qu'on a les moyens chez Lotus de préparer de la même manière les deux monoplaces? Je n'en suis pas certain. C'est-à-dire que, comme toujours, il y a un choix à faire. Même si c'est une bonne écurie, on n'a pas les moyens, et on le dit en plus, donc je ne déflore rien. On n'a pas les moyens de Red Bull, on n'a pas les moyens de Mercedes, on n'a pas les moyens de McLaren, on n'a pas les moyens de Ferrari. Donc on est en budget la 5 ou 6e équipe peut-être. Donc on fait ce qu'on peut, et donc tout profite naturellement à Romain Grosjean. D'où Raikkonen n'est pas devenu mauvais non plus. Donc en qualification, il recule d'un pas, même si Romain a toujours été très rapide sur un tour, et je le souligne. Et en course, on retrouve la bête de course qui est Raikkonen, qui part de loin. Il était 10e en temps, il est 9e sur la grille, et qui remonte comme une balle, et qui va donc attaquer. Oui. Alors j'en viens à l'essentiel. Oui. Il place une attaque sur son équipier. Et alors, ça c'est toujours vu. Je veux dire, à moins qu'il y ait des consignes strictes, et encore on ne les respecte pas, voire Red Bull ou d'autres. Donc moi je trouve ça normal qu'à un moment, et d'ailleurs Romain s'en tire en disant oui, j'ai commis une petite erreur finalement. Alors est-ce que c'est de la com? Là aussi, moi j'en ai, mais ras-le-bol, tu veux pas de langue de bois, ras-le-bol de tous ces gens qui prétendent dicter au pilote, tu fais pas ci, tu souris, tu dis pas ça. Enfin, c'est nul, quoi. Je veux dire, ce que les gens aiment, c'est qu'il y ait de la spontanéité. Romain, c'est un pilote, orgueilleux, il est battu par son équipier, il a les boules, c'est normal. Voilà, oui, tout à fait. Bon, ok, ça c'est dit. Alors dis donc, quand je regarde le résultat brut de ce Grand Prix, c'est pas Hamilton derrière, c'est pas Alonso, c'est pas Rosberg, c'est pas Massa, c'est pas les top teams, c'est Hülkenberg qui nous fait encore une performance exceptionnelle. Alors ça c'est pareil, là moi j'ai souligné vraiment, j'ai souligné, on le sait depuis longtemps qu'il est rapide Hülkenberg, mais il n'avait pas la monoplace qui lui permettait de briller, à part sa fameuse pole sous la pluie, ou juste à la fin des qualifs, avec une piste au Brésil, on s'en souvient très bien. Il a fait quelques très beaux Grands Prix, mais lui-même a dit après, et moi je suis content de l'avoir dit pendant, c'est le plus beau Grand Prix qu'il ait mené à tout niveau. D'abord le résultat est là, alors certes, à 24 secondes, on va me dire, oui mais on repart au 37e tour, donc après il n'y a plus qu'une vingtaine de tours et il se prend une seconde au tour. Oui, certes, il retient derrière. Hamilton, Alonso, Rosberg, Button. Voilà, je ne sais pas, je veux dire, là il y a vraiment... Sur une Sauber. Sur une Sauber. Donc déjà, et en plus il fait ça proprement. Je veux dire, il n'y a pas d'attaque de Souda, il n'y a pas de coup de roue à droite ou à gauche. Il ferme toutes les portes, il fait le boulot. Donc ceci explique cela. D'ailleurs, à mon avis, il y laisse quelques secondes parce que au lieu de regarder devant, il regarde beaucoup dans les rétros pour les empêcher de passer. Donc moi, c'est un superbe Grand Prix. Au moment où peut-être on va en revenir à Lotus Renault, il est sur la liste avec, je crois, un certain Felipe Massa. En tout cas, c'est la question qui en découle. Moi, je dis que c'est un super choix et que c'est peut-être le meilleur. Le rapport prix-performance aujourd'hui, il est en faveur de Hülkenberg. Alors, Hülkenberg, Grosjean 2014 dans la même écurie, ça peut nous valoir effectivement quelques courses intéressantes. Voilà moi ce que je dis. Ferrari 6 et 9 respectivement avec Alonso et Massa. Il n'y a pas un petit peu de résignation là Si. Alors Alonso n'a pas menti là aussi. Il l'avait dit après les qualifs. Il avait dit on est loin sur la grille. Hein, on est qualifié 6e et 7e. On mérite. Après on a gagné un petit peu parce que toujours pareil, Weber avait 10 places de pénalité. On mérite ce qu'on a. Là je crois que est-ce qu'il y a une petite chute de démotivation d'Alonso? Je ne le crois pas. Je crois qu'un double champion du monde comme il est, un grand champion comme il l'est, dès qu'il est dans le baquet, qu'il a fermé la visière, et c'est bien le talent des pilotes, il n'y a plus rien d'autre qui compte que la performance.
Mais peut-être qu'il se dit, bon, bah ça y est, c'est foutu, quoi, c'est râpé. Et là, si on regarde les points, 195 contre 272, 77 points de retard. Je rappelle que mathématiquement, dès le prochain Grand Prix au Japon, eh bien ça y est, Vettel pourrait être titré. Il lui suffirait pour cela d'avoir un total de 100 points d'écart par rapport à son poursuivant immédiat, qui restera, quoi qu'il arrive, Alonso. Et c'est très possible, hein, il suffit qu'il gagne et qu'Alonso marque moins de 2 points. C'est ça. Non, va falloir garder ça à l'esprit. C'est tout à fait possible également. Il y a eu une guerre des mots entre Pirelli, ça a repris un petit peu. Hein. Weber qui dit Pirelli se fiche des pilotes. Alonso qui a été très critique. Qui tiennent même pas un tour. Voilà. Et puis on a bien vu qu'il y a eu quand même l'éclatement pour Pérez là. Donc qu'est-ce que écoute, c'est délicat. Hein, c'est délicat parce que n'étant pas pilote, et c'est trop facile d'aboyer ou de hurler avec les loups, mais quand même les pilotes dans leur ensemble, il faut les écouter. Et quand on a, et c'est vrai que c'est quand même pénible de voir que certains en qualification pénalisent leur qualification en pensant à la gestion des trains de pneumatiques pour la course, donc en essayant de ne pas taper. Moi, ça m'ennuie profondément pour rester poli, parce qu'effectivement, ce qu'on aime, c'est voir des pilotes à la limite. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, je vais le redire, la gestion des pneumatiques, ça a toujours été une composante importante de la Formule 1. Mais là, il y a quand même un souci, il y a quand même un problème. Il faut les écouter quand tous ont le même discours et reprochent amèrement à Pirelli de ne pas leur donner les produits qu'ils aimeraient avoir. Il y a un problème parce qu'on va parler de produits, on en est là, la Formule 1 c'est du marketing. Si Pirelli dépense des dizaines de millions de dollars chaque année là-dedans et essaie de garder le contrat, qui n'est toujours pas signé, bon à mon avis il va l'être, hein, c'est qu'une question de jours ou de semaines, mais écoutons les pilotes, essayons de leur développer des produits. Alors eux ils veulent évidemment l'adhérence maxi, etc. Mais essayons de les écouter, et puis surtout c'est inquiétant quand la sécurité des pilotes est en jeu, et là l'explosion du pneu avant droit, donc de la machine de Pérez qui a entraîné cette neutralisation, je veux dire s'il y a un pilote qui prend à 300 à l'heure une bande de gomme de 5 ou 10 kilos dans la tête, on va pas rire. Hein. Les deux pilotes McLaren sont quand même dans les points, tout comme les deux pilotes Mercedes. Bon, c'est un niveau en dessous. Écoute, c'est évident, on sauve les meubles, hein, aussi, on sauve les meubles avec Hamilton et Rosberg 5 et 7. Alors, on l'avait un peu amer quand même, parce que quand on se qualifie aussi bien, Hamilton sur la première ligne quand même, et Rosberg sur la deuxième, de fait, qu'on termine aussi loin, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas trop été servi par les circonstances de course. Rosberg, à un moment, on a frictionné un peu l'aileron. Enfin bon, ça s'est pas très bien passé en course, mais en général, tu sais, c'est un peu la spirale. Il y a la spirale de la réussite et puis la spirale de l'échec, entre guillemets. Donc, on est à sa place, hein, finalement, c'est pas complètement anormal. On va dire que Mercedes et Ferrari marquent le pas. Voilà. Bon. Écoute, je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est vrai que c'est un Grand Prix un peu qui va... Juste un mot sur les autres pilotes français qui sont loin, malheureusement. Les Toro Rosso n'étaient pas là. Alors, Pic, si, pas mal. Pic, en classement brut, il est bien. Il est bien. Voilà. Pic, pas mal. Un accessible. Pas mal du tout. Tout à fait, c'est vrai. Mais bon, on les a peu vus. Voilà, on va dire ça aussi comme ça. Bon, c'est peut-être un Grand Prix qui a été qui sera peut-être un peu mineur dans la saison. C'est pas le plus passionnant. Voilà, mais qui aura accompagné le titre annoncé de Vettel. Oui, voilà. On se réjouit peut-être un petit peu plus de Suzuka. Alors pour cette fin d'année, puisque quand même, on a bien compris qu'il y avait un pilote et les autres, on se dit, essayez de nous poser des questions. On le faisait à une époque. C'est vrai que Jean-Luc a tellement de choses à nous dire que parfois c'est pas évident de trouver sa place. Mais là, allez, on va essayer de le faire. C'est important de vous écouter, de vous répondre si on peut. Alors on va passer par le compte Twitter de Motors TV. Motors TV FR sur Twitter, @MotorsTV_FR. Et si vous nous posez vos questions durant la semaine et puis surtout après le Grand Prix, vous en profitez par rapport à ce qui s'est passé pendant le Grand Prix, vous mettez bien le hashtag débriefing F1. Tu sais ce que c'est ? À tes souhaits. Oui, hashtag. Bon, je t'expliquerai ce que c'est. Voilà, pas de problème. Donc, @MotorsTVFR, hashtag débriefing F1. Voilà. Et le lundi matin, on prendra connaissance de vos messages et on en sélectionnera quelques-uns et Jean-Luc y répondra également. Avec grand plaisir. Voilà. Et bien, ainsi se termine ce numéro du débriefing F1, le Grand Prix de Corée du Sud. Toujours pas la destination la plus sympathique qui soit d'ailleurs, soit dit en passant. Mais bref, Jean-Luc, on te retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Allez, salut.